de l'âge d'or et du crépuscule, genre du Rise and Oui, Fall. oui, alors ça c'est intéressant parce que je pense que évidemment on peut dire Coppola, mais Friedkin et puis les gens de cette génération, la plupart des gens de Hollywood sont fascinés par certains trucs de l'âge d'or. En tout cas, voilà, ils veulent recréer, comme le dit très très bien Peter Biskin d'ailleurs, dans son livre, contrairement à la gens de la nouvelle vague qui veulent se mettre, on pourrait dire, à côté du Mhm. système et développer autre chose à côté, en marge, les gens de Nouvelle Hollywood, ils ne rêvent pas de la marge du tout. Ils Mhm. veulent être calife à la place du calife. Scorsese, il a l'air quand même de rêver, pas tant de la marge que de l'imagerie de la marge. Oui, C'est- enfin, en même temps, Il y a vraiment le côté un peu fullaire, un peu oui, mais en je veux même en être, temps, je veux m'encanailler, quoi. oui, je me demande, ouais, enfin, il rêve de la marge, mais autorisée, validée par le système et par des Bien sûr, studios. Hein, bien sûr. la marge scorsésienne, elle est quand même un petit peu complexe, quoi. Parce que il faut pas oublier, moi j'ai toujours une image que j'ai en tête, d'ailleurs je crois qui a été remontrée au moment de la masterclass de Scorsese à la Cinémathèque, une cette affiche qu'il fait quand il est gamin. C'est pas un storyboard, hein, c'est une vraie, non, c'est un storyboard, pardon, dans lequel il écrit, je crois qu'il a 8 ou 9 ans ou 10 ans, je Ah sais oui, plus, ouais. ce que serait pour lui le film idéal. Alors ce qui est ça dit deux, trois choses. La première, c'est que ce film est un péplum Ouais. et que dessus, il y a évidemment un nombre de stars totalement hallucinant, Laurence Olivier, Marlon Brando, enfin, Même le tout le monde y générique est. MGM, ou MGM, un truc Voilà. comme ça, enfin, c'est très Alors, et moi, précis, je ouais. me dis que la part sombre du cinéma de Scorsese, qui me le rend par moments problématique, c'est que je pense qu'une part de lui, ou certains de ses films, en tout cas depuis une quinzaine, vingtaine d'années, ont accompli ce devenir pépomesque là, quoi. Hmm. Et ça veut dire un devenir académique. Mais des peplums vides, hein. Il y a un côté un peu Oui, oui, peplum mais je qui tourne pense à que quand vide. on voit Shutter Island, quand on voit Aviator, on voit Bien que sûr. la tentation, c'est pas la tentation d'ailleurs, c'est que le risque de l'académisme, du style un peu pompier, comme disait Baudrillard, de la résurrection artificielle d'un monde parfait, mais la résurrection artificielle d'un monde qui n'est plus. Et Hmm. donc la façon dont finalement il va peut-être mettre 60 ans pour faire ce péplum un peu naïf sur lequel il rêvait quand il était gamin, il y a comme ça chez Scorsese. Bien C'est pour sûr, ça que ouais. quand vous me dites l'âge d'or c'est important pour eux, oui, mais je pense que pour moi le problème de Scorsese, indépendamment de toutes ses qualités, Mais l'âge d'or, l'âge d'or enfin, du cinéma hollywoodien, moi j'en parle en général, en oui fait, oui, l'âge mais je d'or, ouais. pense qu'il est quand même attaché à un âge d'or du cinéma Bien sûr, hollywoodien, des studios ouais. hollywoodiens, et je pense que ces films, en fait, euh, Coppola, quoi qu'on en pense, hein, Luca, Friedkin, Bah, c'est tous bien. ces gens-là rêvent de l'âge d'or, ou Cimino, mais ce sont des gens qui, d'une certaine façon, ont pris acte que l'âge d'or c'était fini. Donc comment est-ce qu'on le prolonge, ou son esprit, ou un petit peu de son esprit, alors que cet âge d'or est fini. Hmm. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'âge d'or est là, mais on va pas le restaurer artificiellement, qu'il faut l'adapter, ou en tout cas le nourrir, l'oxygéner avec le monde contemporain, hein, avec Hmm. ce qui se passe. Pour moi, le problème de Scorsese, c'est que cette oxygénation, je la vois pas, ou je la vois difficilement. C'est que j'ai toujours l'impression que tous ces films, en gros, depuis... allez, disons depuis Raging Bull, par exemple, qui est le grand moment de ce qui va devenir la forme scorsesienne par Ouais. excellence, ascension, sommet, décadence, Punition, enfin, punition, en même temps qui est une forme totalement classique. Hein, ouais. je veux dire, Lex Diamond par exemple, Raoul Walsh, les fantastiques années 20, enfin on Ouais, pourrait, tous les grands films de gangsters bien sûr. des années 30 que Warner, que Scorsese adore, ce sont des films qui prennent exactement son schéma. Hmm. Donc en fait, Scorsese, à 20-30 ans d'écart, ne fait que refaire des films, en gros Warner des années 30, avec de nouveaux acteurs, etc. Mais en fait, le schéma est exactement le Et c'est même. une forme qui a l'air en fait, comment dire, de lui convenir parce que j'ai l'impression qu'en termes énergétiques, c'est parfait. C'est-à-dire, ça monte et puis ça descend. Il y a une montée. C'est un peu, il y a un peu une facilité en fait à utiliser cette forme-là. J'ai Oui, l'impression ben qui alors, vraiment est presque Mais, dans tous ses mais films. c'est pour ça qu'à mon avis, il y a quand même un avant et un après Taxi Driver, parce que dans Taxi Ouais, Driver, c'est il y vrai. avait une forme d'incomplétude, d'insatisfaction et de frustration qui était liée au fait que l'écart justement entre l'énergie et ce que ça donne est faible, Hmm. et important plutôt. Autrement dit, Ouais, on d'accord. avait une forme de frustration dans la résolution du récit. Moi, il me semble que l'énergie chez Scorsese depuis une vingtaine d'années, elle est là. Ça va très vite. Je prends l'exemple de son remake des Nerfs à vif, par exemple, qui est presque la version, je ne sais pas si elle est baroque ou pompier, ou elle est faiblement psychanalytique, ou de façon tellement évidente et littérale que c'est pas forcément très intéressant. Je pense que l'énergie chez Scorsese, il la dépense de façon extrêmement réglée. Et qu'en fait, Hmm. l'énergie chez lui n'est pas un problème, mais devient un moteur. Moi, ce qui me semble intéressant dans les films de Peckinpah et de tous ces gens-là, mettant en scène une scène de violence qui semblait un peu démesurée, ou qui d'un seul coup débordait l'individu, c'est qu'elle posait problème à la fin. C'est qu'on n'en avait pas résolu le problème de l'énergie. Je veux dire, on en avait dépensé une part,
Mais ça arrivait à des choses complètement folles. Dans le cas du cinéma Scorsese, l'énergie de De Niro dans Casino, ou de Ray Liotta dans Les Affranchis, ou de Caprio dans Loup de Wall Street, en quoi elle est différente de celle de James Cagney dans L'Enfer est à lui, ou dans les Fantastiques années 20? Elle n'est absolument pas différente, puisque c'est un type qui dépense toute son énergie, il veut atteindre un milieu, il l'atteint, je veux dire, il vit dans le luxe, de façon très somptuaire de tout ça, et puis un jour, en bon catholique qu'il est, Scorsese, rejoignant par là le puritanisme chevillé au corps du cinéma hollywoodien classique quand même, et ben voilà, il y a un moment donné, il faut payer ça. J'ai l'impression que vous faites un procès en fait à cette forme de récit comme si elle était ontologiquement mauvaise. J'ai l'impression, c'est-à-dire à partir de ce principe donc énergétique, vous dites Scorsese tout de suite. Non, pas du tout. Non, c'est l'impression que ça me fait comme ça. Non, alors non, je dis pas ça. Je dis juste que c'est en fait, ce n'est pour moi d'abord ce n'est qu'une réactivation de quelque chose qui est là depuis les années 20 et les années 30. Et moi, le problème, c'est que la réactivation qui par moment me semble un tout petit peu sourde à l'évolution du monde, me pose un problème. On en parlait d'ailleurs avant le début de l'émission. Pour moi, la comparaison de Wall Street et Black Hat, l'un était un grand succès, l'autre un échec colossal. Mais l'un, en l'occurrence le film de Michael Mann, me semble comprendre, ou en tout cas saisir de façon intuitive extrêmement profonde, à la fois la mélancolie, la fascination, le drame, on pourrait dire, du monde contemporain. Véritablement, c'est-à-dire ce que c'est que un monde dans lequel il n'y a plus que des échanges qui ne sont pas quantifiables, une technologie qui a pris totalement le pas sur le reste, l'effet bulle Internet, la bourse, etc. hein. Je pense que le Black Hat, c'est l'éclipse des années 2000, si vous voulez. Alors que Scorsese, quand il fait le Loup de Wall Street, la question financière, la question de la bulle, Jordan Belfort, etc. Tout ça, c'est bien gentil, mais il n'en fait pas grand. C'est-à-dire que la façon dont il développe le récit ne conduit pas, me semble-t-il, à une meilleure compréhension du monde. Et alors, c'est-à-dire qu'un film doit servir à... c'est-à-dire que pour moi, oui. J'ai l'impression que Scorsese, on peut ne pas dire quelque chose de son époque, mais Scorsese a cette prétention-là dans le Wall Street. Et il n'en fait rien. Non, mais le vrai problème, à mon avis, du Loup de Wall Street, c'est que le fait que le personnage, en fait, court, parce que Ace Rostin dans Casino ou Henry Hill dans Les Affranchis, mine de rien, ils ont fait un trajet. Ils ont accompli quelque chose, ils sont venus au bout d'un rêve, ils ont amassé des choses concrètes, ils ont fait quelque chose. Bon, quoi qu'on en pense d'ailleurs, des casinos, un âge d'or qui va se finir, etc. Dans le cas de Wall Street, évidemment, on est autour du vide intégral. Pour moi, ça, c'est un sujet passionnant. Là, cette question que le personnage scorsésien, de ce coup, se trouve confronté à quelque chose qui est totalement creux, totalement vide, inexistant, puisque quand à la fin, Jordan Belfort revient à ce qu'il était, ce qu'il était, c'est rien. Bon. Ça me semble intéressant dans la mesure où j'aurais aimé, moi en tant que spectateur, que Scorsese, pour moi c'est ça le sujet du film. C'est quoi ce rien sur lequel tout le monde s'excite, quoi. Et en fait, c'est pas le sujet du film. Il reste totalement centré, y compris très psychologiquement, sur le personnage de Jordan Belfort. Et le monde contemporain, qui est la façon dont en fait, les choses s'emballent autour du vide. Et donc on est dans une virtualité phénoménale. En fait, il ne le traite pas comme ça, Scorsese. Pour lui, ça existe vraiment, il y a de l'argent, il y a même une dimension quasi burlesque par moment. Et je pense que le moment où il retourne vers le monde... Le monde est vide, en fait. C'est le monde qui est vide. Le monde est vide, oui, mais ça, pour moi, c'est le sujet, ça aurait dû être le sujet de Wall Street. Moi, le trajet de Jordan Belfort, il m'intéresse sans m'intéresser, ou en tout cas, c'est qu'un prétexte, et je l'ai déjà vu 1500 fois. Et en l'occurrence, chez Scorsese. Moi, j'aurais aimé que le monde sur lequel s'appuie Jordan Belfort devienne le sujet du film. Et on voit bien que chez Scorsese, le rapport entre la grande histoire et la petite est toujours problématique. Gang of New York étant pour moi l'exemple typique. C'est-à-dire que c'est un film qui est obsédé par la grande histoire. Et cette grande histoire-là, à l'exception des Lewis peut-être, absorbe totalement les destins individuels. Je pense que le problème de Scorsese, c'est qu'au fond, il restera toujours l'homme de Little Italy, pour lequel le monde passé ces 3 blocs de Little Italy, d'Elizabeth Street, etc., reste un monde, à mon avis, qui lui fait peur, qui désire mais qui lui fait peur, et sur lequel fondamentalement, en fait, il n'a rien à dire. Je suis un peu embêtée parce que là, on tient